tous, merci d'écouter Cité Radieuse. Je suis Caroline Bindel, je suis ravie de vous accueillir pour la 3e saison de ce podcast. Petite piqûre de rappel en cette rentrée, Cité Radieuse, c'est quoi ? Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers, mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois seulement. Aujourd'hui, mon invitée est Lison Daniel. Lison est comédienne, scénariste, et depuis 3 ans, elle dresse des portraits humoristiques sur son compte Instagram Les Caractères. Rebecca, la bobo parisienne, Yvan, le psy, Mélanie, la cagole marseillaise, Julien, le caviste, Isabelle, la bourgeoise ou Astrid, la podcasteuse. Lison a une capacité d'observation poussée et relève chaque expression éthique de langage. C'est drôle et merveilleusement bien écrit. Née à Marseille, elle vit à Paris depuis 10 ans maintenant. Avec elle, nous sommes revenus sur cette enfance marseillaise, sa vision de la ville, son parcours et son actualité, avec l'intervention de quelques-uns des caractères. J'en profite pour remercier mon label, Popcast, à Marseille, qui m'accompagne fidèlement depuis plus d'1 an. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Lison, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi à Paris. Mais je t'en prie, tu es bienvenue. Je suis ravie que tu aies accepté cette interview. Je vais faire très attention du coup à ne pas trop poser ma voix parce que je pense évidemment à ton personnage Astrid, personnage de podcasteuse, donc je vais faire super agréable. Donc déjà, je n'ai pas de sponsor coussin orthopédique à mémoire de forme contre les futurinaires, donc ça c'est ok. Hélas. Et oui, j'avoue que c'est un peu dommage. Donc voilà, j'ai envie de dire ceux qui savent, comme on dit sur les réseaux sociaux. Et sinon, rendez-vous sur le compte Insta Les Caractères, vous comprendrez. Alors, dans Cité Radieuse, tu le sais, Marseille est le fil rouge. Ouais. C'est ce qui m'amène à toi aujourd'hui. Donc, commençons donc par là. Quelle a été ton enfance marseillaise ? J'ai eu une enfance marseillaise très joyeuse. J'ai la sensation que j'ai eu beaucoup plus de privilèges que mes amis parisiens parce que il y a eu beaucoup de nature, il y a eu beaucoup de bateaux, il y a eu l'enfance était vraiment chouette. On faisait tout le temps des trucs dans les calanques, enfin il y avait de l'espace. Enfin, je me rends compte maintenant à rebours maintenant que je vis à Paris et que je me rends compte que les endroits sont plus étroits, que les horizons sont plus restreints et tout ça. Je vois bien la chance que j'ai eue de grandir à Marseille avec des parents et des frères. Voilà, c'était une super enfance. C'était le Marseille urbain ou t'étais un petit peu à l'écart ? J'étais dans le quartier d'Andoum, donc c'est ni l'un ni l'autre. Enfin, c'est près de la mer et en même temps urbain. Ouais, c'est très Marseille. Enfin, voilà, c'est très Marseille. Ouais. Et puis un peu plus tard, vers 10 ans, on était sur la colline de Notre-Dame de la Garde, donc. C'était encore vraiment urbain, mais en même temps hyper calme et hyper en hauteur. Et voilà. Donc j'ai toujours vécu dans une urbanité chouette en fait. Ouais. Donc t'en gardes un bon souvenir. Ouais, très bon souvenir. C'est important d'avoir ton avis aujourd'hui et ton regard sur cette ville qui a quand même beaucoup évolué, qui est limite devenue branchée cet été. On a vu pas mal d'artistes s'engager pour dire venez à Marseille. Ouais. C'est très récent. Marseille a longtemps eu mauvaise réputation. Comment tu la vois d'ici, l'évolution de cette ville ? Je suis heureuse qu'elle se développe, je suis heureuse qu'elle ait une attractivité culturelle. Moi, je trouve que c'est quand même très important que on s'intéresse à elle. Pour autant, j'ai une espèce de petite jalousie, de petit chauvinisme en me disant bon, c'est bon, les Parisiens, là, passez à autre chose. Vous avez votre ville, on a la nôtre. Passez pas, allez à Majorque, mais nous faites pas chier. Non, mais j'ai un truc un peu, Je sais pas. Non, je suis en vrai, je suis très contente qu'elle commence à intéresser un peu le reste de la France et qu'on soit pas juste des gens bizarres qui boivent du pastis, quoi. Ouais, c'est bien qu'il se passe autre chose. Ouais. Loin des clichés. Tu es revenue cet été, qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux ? Les Parisiens. C'est ça. Vous étiez nombreux, dis donc. Les Parisiens étaient très nombreux, en fait. J'en ai fait une vidéo pour en rire parce que c'est vrai qu'en fait, Marseille est devenu d'un coup un pôle d'attraction incroyable puisque il y avait plus du tout il y avait pas vraiment de choix à l'étranger pour voir la mer et les gens se sont un peu arrachés la ville et donc j'ai l'impression que chacun en voulait un petit bout et puis en plus comme il y a pas 100 000 adresses non plus pour sortir et puis des adresses qui sont parisiens compatibles. J'ai l'impression que c'était très compliqué de faire les choses que j'aime faire d'habitude, quoi. C'est ça. Ouais, c'était vraiment blindé, particulier. Ouais. Pourquoi tu l'as quitté en 2012, Marseille ?
Je l'ai quitté en 2010, Marseille. En 2010 ouais, même. Ça fait 10 ans que je suis à Paris. Je l'ai quitté parce que autant mon enfance était vraiment chouette à Marseille, enfin elle était très douce et très joyeuse et tout. Pour autant, au collège et au lycée, j'ai pas du tout aimé la vie à Marseille. D'abord parce que on devient ado, donc on s'intéresse un peu moins à la nature et aux privilèges du monde extérieur et tout ça. Et donc je me suis retrouvée en fait un peu, je me sentais pas à ma place en fait. Il y a eu plein de moments où je me disais mais en fait les gens qui sont autour de moi, je sais pas, je me sentais un petit peu en décalage. Et je fantasmais complètement la vie parisienne. Je fantasmais complètement la culture qu'il y avait là-bas, les possibilités de vie qu'il y avait là-bas, la possibilité de s'inventer, de ce truc-là. Et je me disais, en fait, à Marseille, on est un peu à l'étroit, on est un peu étriqué. Et bon, par ailleurs, j'étais dans un lycée privé où enfin, voilà, il y a une étroitesse un peu de vie parce que c'est une vie très cadrée en fait, les gens qui fréquentaient mon lycée, mais moi aussi, hein, je veux dire, mais c'était assez, voilà, quelque chose d'assez bourgeois. Et je me disais, tiens, c'est pas très amusant, c'est pas très créatif, c'est pas, j'ai envie de voir ce qui se passe ailleurs. Et j'étais vraiment, j'en rêvais quoi. Enfin, c'était absurde. J'étais vraiment, j'avais qu'une idée en tête, c'était de partir à Paris. Et bah, je suis partie. Enfin, j'ai dit à mes parents, voilà, je faisais du droit à l'époque. J'ai fait 1 an après mon bac, 1 an de droit. Et puis sur la Canebière, donc, où j'ai retrouvé toutes les mêmes filles qui étaient dans mon lycée et qui avaient prévu de faire toutes pareilles, c'est-à-dire un master à Aix, et puis, je sais pas, avocate, et puis s'installer, et puis en fait se marier tôt, puis avoir des enfants, puis blablabla, et puis en fait finir par avoir une vie toute tracée, quoi. Un schéma bourgeois que tu voulais pas reproduire. Ouais, après, je suis pas non plus une déglingos punk à chien. Enfin, je veux dire, moi aussi, j'ai probablement vachement ce truc-là. Mais c'était plus sur le truc professionnel, quoi. Je me disais, enfin voilà, à Marseille, quand même, il y a le choix, c'est plutôt des professions libérales ou enfin voilà, il y a pas un choix immense quand on a décidé d'être son propre patron, par exemple. Voilà. Ou ou de monter une boîte, ou de faire un métier créatif. En tout cas, il y a 10 ans, il y avait peut-être pas autant de choix que maintenant. Et je me suis perdue. Donc tu décides de partir, enfin d'arrêter le droit. Alors j'arrête pas le droit parce que ça faisait un peu too much d'un coup de dire je m'en vais et puis je vais faire du théâtre, même si ça aurait tout à fait été possible, mais j'avais un peu un truc de bon élève en tête en me disant il faut que je fasse au moins une licence puis un master et donc je suis allée à Paris à la Sorbonne et là j'ai fait du droit. Et puis au moment où en fait toutes mes copines, parce que j'ai retrouvé aussi un schéma, enfin je veux dire les écoles de droit c'est quand même aussi très étroit, enfin je veux dire c'est des gens qui ont déjà un plan de carrière hyper en tête et hyper tracé, et donc au moment où tout le monde a passé son barreau, enfin commencé à s'inscrire pour le barreau, je me suis dit mais c'est absurde, j'ai pas du tout envie de faire ça, pas du tout envie d'être avocate, j'ai pas du tout envie de faire du droit, ça m'emmerde. Mais j'avais vraiment une haine pour cette matière en fait, parce que ça me faisait pleurer, j'arrivais pas à apprendre, je comprenais rien, ça m'intéressait pas du tout. Pour autant, je passais toutes les années sans rattrapage, donc je finissais par continuer. Bon bref. Et donc vraiment bon élève, puisque oui, une matière que tu détestes, qui te fait pleurer, mais tu y arrives très bien quand même. En fait, je me retrouvais avec parce que c'est absurde. Au début, en droit, on doit apprendre des centaines et des centaines de pages par cœur, puis les recracher paragraphe par paragraphe, ce qui est vraiment, c'est-à-dire qu'on valorise pas du tout l'intelligence ou ou l'esprit de synthèse ou ça c'est dans les premières années. Ça reste très scolaire. Les premières années, et c'est ultra scolaire. Et donc c'est très très énervant de devoir passer ces examens-là, quoi. Enfin c'est vraiment un cauchemar. Et donc oui, voilà. Après, je me suis inscrite donc au conservatoire. Mais alors pourquoi ? Parce que justement, le théâtre, est-ce que c'est un déclic à ce moment-là ? Ou est-ce que dans l'adolescence déjà, il y avait ça qui était très présent ? Je faisais du théâtre depuis que j'étais petite, depuis que j'avais 10 ans, 8 ans. D'accord, donc il y avait ça déjà très fort en toi. Bien sûr, j'étais très amie en maternelle avec une petite fille, qui est une femme maintenant, dont le père était directeur de la Criée. Et donc elle m'emmenait dans les coulisses, elle m'emmenait sur la scène, on assistait aux répétitions et c'était sûr que je voulais faire ça de ma vie. Tu savais. J'avais vraiment envie de faire ça de ma vie, mais après le lycée
dilue un peu ses envies d'enfance, et puis on se met à être un peu plus conscient de soi, donc on se dit ah non mais trop la honte, et puis non mais de toute façon c'est trop dur, et puis en plus j'étais pas entourée par un univers comme à Paris qui donne l'impression que c'est possible. Il y a pas d'école, il y a pas vraiment de formation à Marseille, il y a juste des cours, mais des cours quand on a envie d'en faire le soir après l'école, quoi. C'est ça, une activité extrascolaire, voilà. c'est tout. Et donc j'avais pas. Probablement, si j'avais été à Paris, j'aurais été dans un cours Florent, un cours Simon, ou peut-être un truc du genre. Et donc, Du coup, tu fais le choix du conservatoire ? Je fais le choix du conservatoire, je m'inscris au conservatoire, je passe le concours, et puis je rentre dans un conservatoire chouette, dans le 10e. Et puis, voilà, bon, après, je butine un peu ailleurs, je fais plein d'autres écoles de théâtre. Je tente une année au cours Florent, la 3e année, que j'ai pas du tout aimée. Pourquoi ? C'est une école... Enfin, probablement, c'était une super école à une époque. Alors, ça a été racheté par un fonds d'investissement. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais en tout cas, maintenant, l'école n'est qu'une usine qui fait de l'argent sur les espoirs des gens, ce que je trouve vraiment assez catastrophique. On avait des classes surchargées, des gens qui avaient vraiment mais aucune raison d'être là, qui s'intéressaient même pas vraiment aux cours. Il n'y a pas de sélection, donc en fait, il y a des gens qui viennent de tous horizons, des gens très doués, et des gens vraiment pas doués qui ont rien à faire en 3e année d'école. Enfin voilà. Et donc j'ai trouvé ça. Puis il y a un phénomène de starification des élèves qui est un peu désagréable. Ah oui, déjà à l'école. Ouais, il faut jouer des coudes pour passer sur scène. Enfin c'est vraiment c'est une école assez malsaine. J'ai pas du tout aimé, même si j'ai rencontré des gens sympas. Et j'en suis partie. Donc j'ai fait qu'une seule année, la 3e, la dernière. Et j'y suis pas retournée. Et puis bon voilà, Après, je suis allée dans d'autres écoles, je suis allée au studio d'Anières, et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ça suffit. Les écoles, c'est un très bon moyen de ne jamais rentrer dans la vraie vie, en fait. On peut se former pendant des années et des années. Même Florent propose une 4e année après la dernière année. Enfin, ça n'a aucun sens. Et donc, voilà, je me suis dit, bon, là, faut que je sorte. Faut que j'arrête d'être dans cette espèce de cocon très rassurant, mais qui, en fait, t'apprends plus rien au bout d'un moment, parce que ce que t'apprends, c'est en le faisant aussi. Voilà. Et du coup, tu t'es lancée. Du coup, je me suis lancée. C'était hyper dur parce que en fait, personne vous attend nulle part, et puis parce que l'exercice du casting il est hyper difficile, parce que nous, du coup, on sait pas trop par quel bout prendre les trucs, parce que pour trouver un agent, il faut faire des images, mais pour faire des images, il faut avoir un agent. Du coup, on se retrouve à faire des films des films d'étudiants qui sont souvent très mauvais, donc en fait on tourne pendant 5 jours, je sais pas où, en Normandie, puis on se retrouve avec des images qu'on déteste, enfin avec un film qu'on aime pas du tout, donc on montre pas, donc on a perdu du temps. C'est une espèce de cercle vicieux de la loose. Et voilà, donc j'ai été un peu serveuse. J'ai beaucoup travaillé pour une fille que j'adore, qui est une amie qui s'appelle Angèle, qui a fait une boîte qui s'appelle La Guinguette d'Angèle. Elle faisait des événements, machin, et enfin pour des grandes marques de luxe, etc. Et moi j'en faisais beaucoup pour elle, donc je portais des cartons, des verres, des trucs, je servais des blogueuses, enfin c'était très chouette, enfin c'était Je servais des blogueuses. Bah, je servais beaucoup de blogueuses, ouais. C'est une phrase énorme. Je servais des blogueuses, des instagrammeuses, et je me disais c'est dingue, ces meufs, c'est incroyable. Elles arrivent, en fait, des marques les invitent. C'est ça. Pour leur présenter leurs produits. Et puis voilà, enfin c'était assez amusant, quoi. Et j'observais, je me disais c'est drôle ce monde, c'est absurde, enfin c'était assez rafraîchissant, et puis ça fait aussi beaucoup de matière pour ce que j'allais faire plus tard, en fait. Oui, bien sûr. Ouais. Parce qu'en fait là tu observes, tu vois, et puis là ta façon d'en reparler et de sortir des petits moments comme ça montre un petit peu aussi cette capacité d'observation aiguë qui a fait que sur ton compte, les caractères donc, dont tu vas nous expliquer un petit peu la genèse, mais tu interprètes des personnages tous très différents, des hommes parfois. Tu as chopé leur tic de langage, leurs expressions, c'est assez dingue comme travail quand même. Comment c'est né ça ? Le conte Les Caractères, très concrètement, il est né en 2017, donc il y a 3 ans, quand ma cousine, que j'ai rencontrée un peu sur le tard, mais qui est devenue comme ma sœur, habitait à Venise. Elle travaillait pour un musée d'art contemporain à Venise, et on se manquait un peu, enfin voilà, et pour se faire marrer, on utilisait les filtres qui venaient d'apparaître sur les réseaux sociaux, et on s'envoyait des vidéos. Et on trouvait ça vraiment hyper drôle, et on s'est dit il faudrait qu'on les mette sur Instagram, c'est quand même marrant. Puis ça fait esthétiquement, c'est très chouette, c'est très joli, cette bibliothèque de visages comme ça, enfin on aimait bien ça.
Et puis on l'a appelé Les Caractères parce que ça faisait référence à la bruyère, parce que c'est aussi le mot anglais pour dire personnage, enfin voilà, tout un tas de raisons. Puis en plus les caractères, je trouvais ça joli. Et puis au bout d'un an, Laura, qui était rentrée à Paris puis qui avait vachement de boulot, avait plus vraiment le temps de s'en occuper, donc j'ai continué toute seule. Et ça a commencé à bien marcher. Enfin, j'avais peu d'abonnés, mais des abonnés assez choisis, en fait, des gens du monde de l'audiovisuel, tout ça, des journalistes et tout. Donc j'ai commencé à travailler grâce à ça, en fait. Entre-temps, j'avais voulu passer la Fémis, que j'avais pas eu, voilà. Et donc j'étais un peu déprimée, je me disais mais comment je vais faire, je veux être scénariste, je veux être comédienne, mais en fait je suis ni l'un ni l'autre, enfin je suis serveuse et puis les gens quand ils me demandent ce que je fais, maintenant j'ai envie de pleurer parce que en vrai je suis serveuse, mais j'ai envie de dire je suis comédienne, parce que si on dit pas je suis comédienne, personne va vous embaucher en tant que comédienne. Si on dit pas qu'on est scénariste, personne va vous embaucher en tant que scénariste. Enfin bon, c'est un cercle un peu chiant quoi. Et donc voilà, donc là j'ai créé Les Caractères et puis voilà, j'ai commencé à travailler grâce à ça, parce que des boîtes de production avaient besoin d'auteurs de comédie, que en fait les auteurs de comédie en France, il y en a peu, parce qu'on n'a pas une culture de la comédie en France, enfin de la comédie courte, de la comédie de série en fait. D'accord. On en fait très peu, on fait plutôt des drames, on fait des 52 minutes, des engrenages, des bracos, des trucs géniaux, hein. Mais on n'a pas ce truc qu'ont les Américains, des 26 minutes, ça commence, hein, mais des 26 minutes comédie. Donc en fait, il y a peu de scénaristes qui sont... qui savent faire, quoi. Ouais, qui savent faire Quand tu dis ça commence, des 26 minutes courts dans l'humour en France, tu peux citer... par exemple, OCS a créé plein de séries en 26 minutes comédie, que ce soit Les Grands, 25, ce genre de choses. Canal+, un petit peu, il me semble, genre avec Working Girl. Ouais. Il y a eu sur Netflix, ça commence aussi. Mais c'est vrai que t'as raison, c'est assez rare, quoi. Ça c'est assez vient pas rare. Spontanément. Non, c'est assez rare. Ouais. Et OCS a bien chopé ce truc-là. Ils ont donné leur chance à des jeunes scénaristes et à des jeunes réalisateurs pour faire des séries drôles avec des petits budgets, mais ça lance, quoi. Ça lance un truc et puis c'est rafraîchissant et c'est voilà. Donc ça, c'est ton truc aussi, ça, mais d'écrire. Pour les autres. D'écrire, c'est le gros de mon activité, en fait, c'est d'écrire. C'est ma principale... Déjà, pour tes caractères, justement, pour mes caractères, mais mes caractères, c'est peu de temps dans ma semaine, parce que j'en fais presque pas un par semaine en ce moment, mais les caractères, c'est une matinée, quoi, quand j'en fais un. C'est très écrit, quand même. Hein. C'est très écrit. Ah non, mais c'est très écrit, mais je les écris à la virgule près, ça c'est sûr. Mais je veux dire, c'est des vidéos d'1 minute, donc ça me prend pas autant de temps que quand on écrit un scénario. Non, mais ça te prend pas de temps, mais c'est quand même important de souligner que c'est quand même du boulot. Enfin, je trouve bien sûr que c'est du dingue. Ouais. Parce que je reviens là-dessus, mais vraiment, les tics de langage, les expressions, c'est hallucinant à quel point t'arrives à choper ça. Et on s'y croirait encore une fois pour un personnage masculin ou le caviste. Exactement, même les bruits de bouche et tout. Enfin, c'est fou. Qu'est-ce qui t'inspire? Tu observes justement tout le temps les gens? Mais en fait, quand on me pose cette question, je réponds souvent ouais, j'écoute vachement, je me mets aux terrasses de café et tout, ce qui est un peu vrai. Ouais. Mais le gros de mon observation, elle est assez passive en fait. C'est-à-dire que je me rends pas forcément compte de ce que j'absorbe quand je suis avec les gens. Et au moment de les réécrire, en fait, je les reconvoque sans vraiment l'avoir. Enfin, voilà, je note pas, par exemple, dans un carnet, les bourgeoises, elles utilisent parfois des mots un peu argot. Enfin, juste au moment de le faire, ça me semble juste. Je me dis tiens, il me semble que c'est juste. J'ai l'impression que c'est juste ça. Et tu t'inspires de personnes qui sont passées dans ta vie aussi, probablement. Ouais. Pour autant, je pense que personne que j'ai rencontré dans ma vie puisse se reconnaître. Alors, qu'est-ce que c'est que ce subjonctif? Comment on va conjuguer ce pouvoir? Je pense que personne que j'ai rencontré dans mon entourage ne peut se reconnaître dans aucun des personnages des caractères. J'imite pas des proches, j'imite pas des amis, j'imite pas ma famille, j'imite même pas les amis de ma famille. Enfin, voilà. Toi, tu ressembles auquel? Mais moi, je ressemble à personne. Enfin, je ressemble à aucun de tous, quoi. Le plus, on va dire. Le plus. Ça serait probablement Rebecca, mais Rebecca, c'est aussi tout ce que j'évite dans ma vie tout le temps, quoi. Donc, je sais que dans le train hier, j'ai cru qu'il y avait une Rebecca. J'ai cru que c'était toi. Ah bon? J'étais sur la banquette entre deux wagons. J'étais pas dans le wagon. Ouais. Et la fille est sortie téléphoner.
Je t'assure. D'ailleurs, elle a cru qu'elle me dérangeait. J'ai dit non, continue, y a pas de problème. Parlez beaucoup. Parlez beaucoup. J'étais sûre que c'était toi. J'ai dit c'est pas possible. Ah bon mais je t'assure, c'était ouais, meuf, écoute, non mais la daronne, machin. C'était hallucinant. Ah, mais c'était ce personnage-là. Rebecca, la seule chose qui nous ressemble, c'est qu'on habite à Paris et que voilà. Mais après, Ils sont tous très éloignés de toi maintenant que t'es en face de moi, je peux le confirmer. Quand même. C'est toujours drôle et fin, la limite, c'est quoi ? C'est de pas blesser ? C'est de pas blesser. Mais en fait, j'ai du mal avec l'humour méchant. Enfin, c'est pas l'humour méchant. J'ai du mal avec l'humour qui a pas de nuance. Et j'ai du mal, donc voilà, pour moi, c'est très important et c'est aussi un travail de scénariste ou d'auteur de faire attention à ce que les personnages, même les personnages un peu méprisables, même les personnages méchants, même les personnages mesquins, qu'on les sauve par ailleurs. C'est-à-dire soit qu'on les aime par ailleurs parce qu'ils ont de bons côtés, soit parce qu'ils sont touchants, soit, par exemple, je pense à Rebecca, elle a quand même une répartie chouette, donc on l'aime parce que elle est marrante quand même. Voilà. Donc ils ont tous quelque chose de très touchant d'ailleurs. C'est la vie en fait, c'est des gens qu'on croise. Voilà, c'est les gens de la vie. Voilà, ils peuvent avoir des côtés très agaçants mais à la fois très touchants aussi. C'est pour ça que même Astrid. mais non mais je reviens sur Astrid, excuse-moi. Alors donc Astrid, c'est une podcasteuse. C'est ça. Qui a tendance à moduler un petit peu sa voix quand elle parle et qui finit par parler comme ça. Et voilà. Et c'est... Et j'ai tellement d'amis qui m'ont tagué sous ce post que j'étais désespérée. Mais pourtant, non. Non, pourtant non, mais parce que c'était la podcasteuse, donc d'accord. c'était en mode... Voilà. Oui, c'est vrai que dans mon intro, on m'a dit que j'ai beaucoup posé ma voix, donc maintenant je fais attention, je ne parle plus comme Astrid. Et je n'ai pas de sponsor d'ailleurs. J'en profite pour passer un appel. Bonjour les sponsors, si vous pouviez nous aider. Non mais c'est vrai que c'est agréable de poser sa voix aussi, enfin quand on... C'est essentiel même, quand on fait de l'audio, c'est hyper important. C'est bon. Mais donc, encore une fois, c'est très bien observé. La preuve en est que c'est extrêmement bien observé. Bravo. Ton compte, Les Caractères, a littéralement explosé pendant le confinement. Une période évidemment pendant laquelle nous avions besoin de légèreté, d'humour. Ça a changé quelque chose pour toi parce que tu disais que déjà avant, ça t'avait aidé à trouver du travail, on est venu vers toi pour des scénarios. Là, j'imagine que du coup, l'emballement médiatique est dingue et ça t'ouvre des portes aujourd'hui ? Ça m'ouvre des portes, mais je fais un peu attention à pas tout accepter parce que pour plein de raisons. Bon, déjà j'ai un travail là, je travaille pour Netflix pour une série qui est créée par Fanny Herrero, qui est la créatrice de 10%. Donc ça c'est pas mal de travail. Je suis beaucoup présente en atelier pour écrire, enfin dans une room d'auteurs quoi. On est 5, un peu plus maintenant, on est 7. Et donc ça. Oui. Tu peux nous en dire plus sur ça ? Ouais, bien sûr. Ça me passionne. Une room d'auteur, c'est-à-dire travailler comment ? En fait, une série, c'est quasiment impossible de l'écrire seule parce qu'il y a tellement de personnages, de situations, de ramifications. Enfin voilà, on a besoin de beaucoup de cerveau pour faire une intrigue intéressante. Voilà. Et Fanny, c'est une des premières scénaristes à avoir importé le concept, enfin la technique en fait de la showrunner, du showrunner, la showrunneuse en l'occurrence. Et quand elle a créé 10%, elle a fait intervenir plusieurs auteurs et elle était le chef d'orchestre en fait. Et donc les auteurs s'occupent de certains épisodes et puis elle repasse derrière. C'est elle qui a évidemment le dernier mot et c'est elle qui a écrit l'histoire en gros, enfin dans la totalité. Et puis après les scénaristes écrivent leurs épisodes à leur manière et puis j'explique pas hyper bien mais bon en gros donc déjà showrunner on va peut-être donc showrunner c'est celui qui dirige l'écriture de la série. D'accord. Mais pas que l'écriture parce qu'il va aussi être là pour les décors, les costumes, le casting. Donc en fait c'est celui qui veille à la cohérence de la série et ce qui paraît parfaitement normal puisque c'est lui qui est à l'initiative de la série. Donc c'est lui qui a l'idée de la série, c'est lui qui l'a fait naître, c'est lui qui invente les personnages, c'est lui donc voilà, il a affaire à absolument toute la fabrication de la série. Et Fanny Herrero, c'est l'une des seules, pas l'une des seules, mais ils sont peu, il y a peu de showrunners encore en France, à faire ça.
Et maintenant, Netflix lui a proposé d'écrire un peu ce qu'elle voulait, et elle a décidé de faire une série sur le stand-up. Et donc elle a réuni des auteurs qu'elle aimait, et moi, qu'elle a rencontré grâce au caractère, entre autres. D'accord. Et comme elle aimait bien les caractères, voilà, après je lui ai envoyé des choses que j'avais faites, etc. Et ça t'exclut de la possibilité de jouer dans la série, du coup ? Non, ça m'exclut pas du tout de la possibilité de jouer dans la série, mais je fais très attention à ça, parce que d'abord je préfère l'écrire que... Enfin, je veux dire, c'est plus passionnant de l'écrire que de passer juste quelques jours sur le plateau pour la tournée. Enfin, c'est quand même quelque chose de passionnant, et puis j'apprends, là, c'est ma fémis à moi, en fait, en beaucoup plus intéressant et en beaucoup plus drôle. Mais ça me permet donc d'apprendre énormément. Ça exclut en rien le fait que je joue dedans, mais en fait, c'est pas du tout un objectif. Parfois, on se dit, ah tiens, ça tu pourrais faire, mais je dis à tout le monde, faites très très attention de ne rien arrêter, parce qu'après, vous allez vous sentir mal si on a besoin de se débarrasser de ce personnage, justement, on va tous se sentir mal, alors que... Donc ne disons rien, finissons la série, puis on verra, tu vois. D'accord. Mais voilà. Donc la porte est ouverte. Oh, ouais. Tes personnages, est-ce qu'ils ont vocation à vivre sur scène, un jour ? J'avais commencé un peu au début pas au début du confinement, avant le confinement, à monter sur scène dans un petit comédie club chouette. J'avais passé une soirée à faire ça. Il y avait d'autres humoristes comme Marina Rollman, comme Laurence Bibot, que j'aime beaucoup. Et on faisait chacun 10 minutes. Et c'était chouette, sauf que moi, je fais pas de stand-up. En fait, ça, c'était du stand-up, ce qu'elle faisait. Et moi, c'était des personnages. Ce qui est un truc... Dans le monde du stand-up, puis je le sais parce que maintenant je travaille un peu sur ce sujet-là, les personnages c'est ultra ringard. C'est pas vrai. Vraiment pour eux c'est ultra ringard. Mais ce qui est drôle, hein, enfin moi ça me va, mais c'est vraiment, enfin c'est l'humour des années 80 quoi. Et j'ai l'impression, mais peut-être que ça revient, je sais pas. Et moi l'idée de prendre un micro et parler en mon nom avec ma voix sur ma vie, je m'en fous. Enfin, ça m'intéresse pas trop. Ouais, c'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment. Je trouve ça ringard. Je trouve ça... Non, mais c'est pas... Non, je trouve pas ça ringard, mais ça m'intéresse pas pour moi, en fait. J'adore en voir. Ouais. Je trouve que c'est un art génial, mais je me vois pas le faire, en fait. Ça m'intéresse pas beaucoup de le faire. Donc, il faut trouver un entre-deux qui soit ni du stand-up, ni un spectacle à sketch, parce que ça, effectivement, enfin bon... C'est un peu ringardos pour le coup, je trouve, un peu vieille école. Donc, il faut trouver un fil rouge, une idée un peu intelligente pour construire tout ça, pour emmener tous ces personnages. Et puis, pourquoi est-ce qu'on les rencontrerait tous les uns après les autres ? Enfin, voilà, il y a une façon intelligente de le faire, je pense. Je l'ai pas encore trouvé. J'y pense pas encore beaucoup en ce moment parce que j'ai du travail et j'ai des tournages et j'ai des trucs comme ça. Et donc, voilà. Mais peut-être un jour, ouais. Bon, on espère en tout cas. Sans filtre, du coup, évidemment. Sans filtre, évidemment. Ce serait compliqué. Ouais. À quel rythme tu reviens à Marseille aujourd'hui ? Et est-ce que tu en ressens le besoin ou pas forcément ? Parfois, j'en ressens le besoin, mais ça me paraît... Enfin, en fait, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Mais ça te manque pas trop ?» Je dis « Ben, quand ça me manque, j'y vais. C'est 3 heures de train, c'est pas non plus le bout du monde. » Et donc, j'y retourne de temps en temps. Comment dire ? Je saurais pas trop dire. J'y vais pas beaucoup l'hiver, évidemment, par Noël. Et ça s'accélère, évidemment, en mai, juin, en avril, mai, juin. Ouais. Et j'ai un amoureux qui est tombé vraiment dingue de cette ville, donc qui adore y aller et qui me dit tout le temps, qui me demande tout le temps d'aller à Marseille. Il dit « Viens, on va à Marseille, on va au Cercle !» Et puis, mais justement, j'allais y venir. C'est quoi les petits rituels quand t'arrives ? Est-ce que t'as des endroits fétiches, inratables ? Déjà, je reste beaucoup chez moi, parce qu'on a une super jolie maison avec un grand jardin et tout. Et c'est très très calme. Ouais. Donc je reste beaucoup chez moi. Et puis, il y a pas mal de cercles, évidemment. Le cercle des nageurs, donc une institution à Marseille. Dans laquelle je suis depuis que je suis née, en fait. Quand j'étais petite, j'aimais pas trop, puis j'ai compris après que, ah oui, non mais en fait, c'est génial. On peut s'y baigner, on peut manger une pizza, voilà, pour ceux qui connaissent pas. Ah oui, pardon, voilà. Je pensais qu'il y avait une majorité de Marseillais qui écoutaient, mais effectivement, c'est une espèce d'institution, un genre de club dans lequel on peut se baigner, dans lequel il y a un accès magnifique à la mer. Il y a des piscines, il y a un petit restaurant, enfin voilà, c'est magnifique. C'est un truc de hyper privilégié aussi. Je m'en rends bien compte. Enfin, on est quand même 2000 là-bas ou ouais, c'est ça, un truc comme ça.
Puis il y a pas mal de champions qui sont sortis de là. Il y a pas mal de champions parce que c'est là où les champions s'entraînent aussi. Donc ouais, le cercle, on a un petit zodiaque avec lequel on se balade un peu au Frioul aussi. On va souvent dîner à Méjean. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On se balade, on se balade dans les calanques. Ça arrive pas non plus tout le temps. Le bateau, c'est quand même un truc qu'on fait beaucoup. On va au Frioul, on se baigne, voilà. Donc là, on est très tourné vers la mer. Est-ce que tu as des petits endroits fétichants en ville, des boutiques non. Dans lesquelles tu te non, à vrai dire, non, pas du tout. Non, vraiment, quand je vais à Marseille, c'est pour la mer. C'est pas trop un endroit où je vais consommer. J'aime bien aller à l'épicerie idéale déjeuner. Bon, voilà, comme plein de gens. J'aime bien aller chez Empereur parce que pour le coup, il y a pas vraiment d'équivalent à Paris. Mais sinon, vraiment, Donc là, on est à Noailles. Centre-ville, j'évite plutôt. À peu près, voilà, le rue d'Aubagne, qui se développe. Qui se développe beaucoup. Qui s'écroule et qui se développe. Ça dépend de la hauteur. Ça dépend de quel numéro on est. Voilà, c'est le paradoxe marseillais. On va dire ça comme ça. Marseille, est-ce qu'elle est inspirante pour toi? Est-ce qu'elle a pu l'être? Est-ce qu'elle l'est aujourd'hui? Ah, moi, j'ai des personnages marseillais que j'aime beaucoup dans les caractères. Et oui. Le personnage de Christelle l'esthéticienne, qui est... Alors, attention, ce n'est pas du mépris de classe ou du mépris social, pas du tout. C'est juste... pour moi, il y a un genre d'archétype marseillais de la nana qui bosse dans ce genre d'endroit, qui est toujours, je sais pas, des filles hyper joyeuses, hyper douces, hyper pures, qui aiment leur travail, qui aiment leur mec, qui aiment leur vie. Enfin, je sais pas, il y a un truc, j'ai beaucoup de tendresse pour ces filles-là qui sont juste très, très saines, en fait. Et puis, le Marseillais un peu, donc que j'ai appelé Julien, qui est un genre de... Bon, lui, je lui ai pas fait beaucoup de cadeaux. Il est à la fois vulgaire, bête, laid comme un pou et terriblement misogyne. Enfin, vraiment, il a pas grand-chose pour lui. Mais on a quand même un peu de tendresse pour lui, j'espère. Toujours un peu, c'est ça qui est fou. Ouais. Parce qu'il a quand même des failles, finalement, ce pauvre Julien. Voilà, et puis j'ai 2-3 personnages de cagole qui sont évidemment difficiles à éviter. Et puis... Quand on parle de Marseille, malheureusement, oui. Ouais. Et... D'ailleurs, j'aimerais bien avoir l'avis de Mélanie, par exemple, sur cet entretien, sur... Ben après, moi je trouve c'est un peu bizarre d'avoir des micros, quoi, parce que j'ai un micro genre chez moi, en fait. On dirait que je suis dans une interview à la télé, en fait, je suis chez moi, donc déjà c'est bizarre. Et après, ben non, franchement, après j'aime bien. La dame, elle a un micro rose. Il est tarpin-beau. Enfin, moi je trouve qu'il est tarpin-beau. Il est tarpin-beau, non? C'est ça, c'est la bonnette. Oui, la bonnette. Très belle bonnette. J'adore. Merci pour cette intervention comme ça. On a eu un petit peu Astrid tout à l'heure, un peu Mélanie. Et on va finir avec le traditionnel questionnaire de Cité Radieuse. Oui. Ah oui. On aime bien ça. C'est très podcast. Si Marseille était une image. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Je sais pas. C'est dur comme question. C'est pas facile ce questionnaire. On dirait des questions d'Augustin Trapenard un peu. C'est ça. Oh là là, vache, ce que tu viens de me dire. J'adore, j'étais en train de l'écouter quand c'est juste une référence absolue, donc merci. Ah oui, d'accord. Parce qu'à chaque fois, je me dis, mais comment ils font les invités pour répondre à cette question? C'est hyper dur. Tu crois qu'on leur envoie avant? J'aurais peut-être dû faire ça. Mais je sais pas. Je sais pas. La bonne mère, un tableau. Ouais, moi j'ai toujours l'image de la découpe de la bonne mère, de la ligne que ça fait. La colline, la Trouée de Vauban, etc. Mais c'est aussi un peu biaisé parce que mon frère en a fait un objet de décoration. Mais non, c'est lui? Ah bah oui. Eh ben écoute, je savais pas. Je découvre. Ouais, c'est mon frère. Et c'est une photo qui avait été prise par mon père. Donc voilà, bon, j'ai ce truc hyper... Quand on me dit Marseille, je pense à non pas la ligne en elle-même, mais à la photo où la ligne est découpée par le soleil. Voilà. Et qui est juste derrière toi. Et qui est au mur. Ah bah oui, elle est au mur. Voilà. Ouais, c'est une des premières celles-là. Elle se rouille un peu. Mais c'était les anciennes, hein, c'était les premiers, je précise. Maintenant, elles sont hyper quali. Mais du coup, je trouve ça très joli parce qu'elle s'oxyde un peu. Très joli. Si Marseille était une chanson? La belle vie. Oh, la belle vie. Parce que à chaque fois que je croise un Marseillais que je connais d'il y a quelques temps et tout, premier truc qu'il me dit,
c'est la qualité de vie, la qualité de vie. Et j'ai envie de leur dire, oui, je suis au courant, c'est bien. C'est parce que nous, chez nous, il y a la mer. Je dis, oui, je sais, enfin, j'avais remarqué, parce qu'à Paris, il n'y a pas la mer, non, sans déconner. Et voilà, peut-être celle-là. Qu'est-ce qu'on peut nous le dire, la qualité? Qu'est-ce qu'on peut nous le dire? Mais à chaque fois que j'arrive à Marseille, ça va alors, il n'y a pas la mer à Paris, hein? Ben, ouais, on ça. peut peut-être en faire un... Je sais pas, ouais, c'est très bizarre. On adore. Si Marseille était un film? Oh non, mais je peux pas répondre, je suis nulle avec ça, moi. J'en sais rien, j'en ai aucune idée. Je suis désolée. Pas de problème. Faudra me couper. Et pour finir, ton expression marseillaise préférée? Oh là là, j'en ai entendu une géniale. Il y a que toi et le chien à Philippe. Tu connais cette expression? Alors pas du tout. Alors, mais incroyable. Ça veut dire, c'est un peu tricky parce que ça veut dire tout le monde. Ah, j'allais te dire, ça veut dire il y a des liens, mais pas du tout. Et en fait, non, c'est l'inverse. Donc c'est très bizarre. Il y a que toi et le chien. Donc c'est un peu ironique. Par exemple, tu n'as pas envie de rentrer. Par exemple, tu n'as pas envie de rentrer au bureau. Il y a que toi et le chien à Philippe. Genre, sans déconner, comme tout le monde. D'accord. Tu vois, ah oui, comme tout le monde. Ouais, elle est pas hyper. Mais elle est dingue, je l'avais jamais entendue. Elle est difficile à capter tout de suite. Ouais. Il y a que toi et le chien à Philippe. Et tout est dans le A. Philippe, ça c'est important aussi. Ma foi. Et celle-là, j'aime beaucoup. Tu l'as découverte récemment? Je l'ai découverte. Non, il y a quelques années, c'est une copine qui me le sort de temps en temps, qui habite à Paris aussi et qui me fait marrer avec ça. Ouais. Eh ben écoute, j'adore. J'adore. Tu l'utilises du coup? Je l'utilise jamais parce que elle est pas du tout compréhensible. Elle est compliquée. Ouais. Et dans la vie, une expression que tu utilises pas et qui peut surprendre à Paris? Ou des petits mots fada? J'en utilise pas trop en fait, mais je crois que j'ai été un peu washée par les études de théâtre aussi, parce qu'en fait on se... Ouais, je sais pas. T'avais pas du tout d'accent d'ailleurs en arrivant? Je t'ai pas posé la question. Non. Donc on t'a pas demandé de lisser ce côté-là? Non, parce que mes parents ont pas d'accent. Ouais. Donc j'en ai pas. Enfin, mon père est peut-être quelque chose d'un peu chantant, mais on se dit pas, tiens, c'est marseillais. Et ma mère pas du tout. Mais par contre, c'était il y a 2 jours, et j'ai dit vigne vierge. Ce qui est peut-être un truc que... et mon pote m'a dit, tu peux répéter? Je dis quoi, vigne vierge? Non, vigne vierge. Ah, ouais. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui m'était resté de... D'accord, une petite intonation. Vigne vierge. Bah, j'ai mis le E, quoi. Ouais, c'est ça. Et ouais, en même temps, on a des stocks à Marseille. Ouais. Bon, Lisan, merci 1000 fois. Merci à toi. Pour ce moment. Longue vie au caractère. Bonne chance pour la suite. On a hâte de découvrir les épisodes dont tu nous as parlé, là, de cette petite série dont on entendra parler sur le stand-up. Grande série, immense série dans laquelle on espère te voir, mais bon. Ouais. Ça, l'avenir nous le dira. Vraiment, pour moi, c'est pas du tout un sujet, quoi. C'est pas un sujet. Non, pas du tout. Déjà, tu l'écris et ça, c'est ce que tu veux. Ça me va très bien de l'écrire, ouais. Ça me suffit largement. Bon. Ouais. À très vite. Merci beaucoup. À très vite sur scène ou ailleurs. Sur Instagram, les caractères, évidemment, les points caractères. 1 fois par semaine à peu près. Et c'est en les regardant en boucle, de toute façon. Vous pouvez vous refaire la série. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Salut.